Bonjour, notre émission aujourd'hui s'inscrit dans le rayonnement de la fête de la Pentecôte, célébrée par l'Église orthodoxe le 23 juin. C'est la fête de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, date à laquelle la vie de l'Église, corps du Christ, débute. Avec cette fête, le temps ecclésial prend son envol vers la fin de l'année liturgique. La première rubrique évoquera alors cette période allant de la Pentecôte jusqu'à la fête de la Dormition de la Mère de Dieu le 15 août, dernière grande fête avant la fin de l'année liturgique le 31. L'entretien portera sur le séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève d'Épinay-sous-Sénart en région parisienne. Je reçois pour ce faire le père Alexandre Signakov, recteur du séminaire, avec lequel j'évoquerai la fondation, les objectifs et la vocation de ce petit coin de la Sainte-Russie en France. Le reportage revient sur l'inauguration le 27 mai dernier à Paris des premiers locaux du site d'information orthodoxie.com qui franchit là une nouvelle étape de son évolution. Nous terminerons avec l'actualité orthodoxe du mois, puis le lexicon qui sera dédié cette fois-ci à la signification du terme iconostase. Bonne émission à tous. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous. Dieu nous annonce par la bouche du prophète Ézéchiel ainsi la Pentecôte, fête de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après Pâques. À Pâques, l'unité de la nature humaine est réalisée en Jésus-Christ. À la Pentecôte, la diversité des personnes dans le Saint-Esprit. La Pentecôte est l'affaire non pas uniquement de personnes, mais de toute l'Église rassemblée autour et à partir du collège des apôtres. Ainsi, le plafond de l'icône reste ouvert vers le haut, vers la synergie de l'ensemble de l'Église avec l'Esprit Saint. Mais aussi son plancher, où le collège des apôtres n'est pas une limite fermée, mais une frontière ouverte à l'action de l'Esprit Saint dans le monde, par les apôtres, leurs disciples et les disciples des disciples jusqu'à la parousie. La feuille de route est claire, le témoignage du Christ dans le monde. Quand viendra le Paraclet, nous dit le Seigneur dans l'Évangile de Jean, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage et vous aussi vous témoignerez. Le premier dimanche après la Pentecôte commémore tous les saints, car toute la sainteté chrétienne, disait le Père Lévy-Gillet, est un fruit de la Pentecôte. Le deuxième dimanche après la Pentecôte, c'est l'appel à suivre Jésus, lancé à Simon et à André, qui pêchaient au bord du lac de Galilée. Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Le troisième dimanche met l'accent sur l'inquiétude légitime du vécu matériel, d'ici-bas. Le Seigneur rappelle la finalité. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Puis, les thèmes se succèdent, le centurion et la foi qui justifie, les évangiles de guérison, du paralytique, de l'aveugle, du muet, etc. Au-delà des infirmités physiques que nous avons, qui doivent être guéries, les infirmités spirituelles le doivent aussi. La multiplication des pains aussi révèle l'attention vers le pain céleste, puis la marche sur les eaux, invitation à calmer la tempête de nos âmes, puis la fin du grain de sénévé, etc. Les principales fêtes de cette période sont celles des saints-pères, des saints Pierre et Paul, coryphées des apôtres, le 29 juin, du prophète Élie, le 20 juillet, de la procession de la Sainte Croix, le 1er août, de la fête de la Transfiguration, avant de clôturer l'année liturgique avec la fête de la Dormition de la Mère de Dieu, le 15 août. L'année liturgique commence par la fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre, et se clôture avec celle de sa Dormition. C'est dire toute l'importance liturgique qui est accordée par l'Église à la figure centrale de Marie, la Mère de Dieu. C'est le samedi 14 novembre 2009, fête des saints Com et Damien, qu'a eu lieu la cérémonie de l'inauguration du séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève à Épinay-sous-Sénart, en région parisienne, sous la présidence de l'archevêque Hilarion de Volokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Participaient également des évêques orthodoxes de France, des évêques de l'Église catholique, des représentants d'autres églises chrétiennes, d'officiels, d'instituts de théologie et de nombreux évêques, prêtres, diacres et fidèles orthodoxes. Les recteurs de l'Académie de théologie de Kiev et de l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg étaient également là pour exprimer les vœux et les souhaits de voir développer les relations de leur académie avec le séminaire. Pour parler de l'importance de la fondation de ce séminaire, un petit coin de la Sainte-Russie en France et en Europe,
et qui a reçu de la part de l'évêque Michel de Genève des reliques des saintes martyrs Élisabeth et Barbara, exécutées en 1918 par les bolcheviks, je reçois son recteur, l'hiéromoine Alexandre Siniakov. Père Alexandre, bonjour. Bonjour. Je voudrais, comme ça, en fait, au début, qu'on puisse parler un peu de l'historique de la fondation du séminaire et donc comment il s'inscrit dans le cadre de la tradition russe et quels sont ses objectifs. Le désir de fonder un séminaire orthodoxe russe en France, en fait, est né il y a assez longtemps. Après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il existait auprès de la paroisse des Trois Saints Docteurs, c'est l'église principale du patriarcat de Moscou à Paris, une petite école qui était dirigée par Vladimir Lossky, qui lui-même enseignait à l'époque. Version historique. Voilà, qui enseignait à l'époque à l'école pratique de hautes études. Cette école, pour des raisons diverses, notamment financières, n'a pas perduré très longtemps, donc au milieu des années 1950, elle a fermé. Mais le désir de voir quelque chose de ce genre auprès de l'immigration de l'Église russe en France existait toujours. Donc jusqu'à ce que le patriarche Alexis de Moscou est arrivé à Paris, c'était en 2007. Et à la suite de sa visite, deux grands projets se sont précisés. C'est la construction d'une nouvelle église principale, donc une sorte de cathédrale du patriarcat de Moscou à Paris, et parallèlement la création d'un séminaire, lieu de formation de futurs prêtres, dont l'objectif serait de constituer des ponts supplémentaires entre la culture orthodoxe russe et la culture française et le monde catholique en particulier. Et donc, c'est là-dessus où cette fondation a eu lieu depuis 2009. Déjà, en fait, c'est la première promotion. Là, comment est organisé le séminaire? Quels sont, je dirais, il y a un corps professoral, bien sûr, il y a un conseil scientifique et tous ces aspects-là. Quelles sont les coopérations et les projets que vous avez, en fait, en termes de partenariat dans le cadre de ce travail? La particularité de notre séminaire, et à ce jour le seul d'ailleurs à l'avoir, c'est qu'il est vraiment organisé comme un collège médiéval occidental, c'est-à-dire qu'il existe auprès des universités. Ce n'est pas un établissement de formation autonome. Donc au séminaire, nous dispensons bien des cours, mais ces cours ne constituent qu'à peine un quart de l'enseignement que nos séminaristes reçoivent. Le cursus académique. Voilà, l'objectif, c'est de permettre à des jeunes gens qui viennent des pays de l'Europe de l'Est, que ce soit d'ailleurs du patriarcat de Moscou ou d'autres juridictions orthodoxes. Ça nous est arrivé d'en accueillir du patriarcat d'Alexandrie. Là, nous avons des candidats du patriarcat de Roumanie. C'est de leur permettre d'étudier dans une des facultés universitaires parisiennes, en fonction de l'objectif de leur recherche, des études qu'ils ont suivies auparavant dans leur pays d'origine. Donc c'est une immersion dans la société aussi française. C'est une immersion dans la société française et dans le monde scientifique universitaire français. Donc chaque jeune que nous recevons au séminaire, il y en a 25 cette année, étudie dans un des établissements parisiens. Alors la plupart aujourd'hui sont à l'école pratique de hautes études, qui dispose d'une section des sciences religieuses, avec notamment l'enseignement de l'histoire des dogmes à un niveau extrêmement élevé et compétent. Il s'agit aussi de l'université Paris-Sorbonne, ce qu'on appelait autrefois Paris 4, notamment la faculté de philosophie ou la faculté des lettres classiques. Il s'agit également de l'Institut catholique, où ceux qui souhaitent avoir une licence de théologie ou se consacrer à des études bibliques étudient. Et il s'agit aussi de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, pour ceux qui souhaitent approfondir les particularités et l'apport de l'école orthodoxe de Paris à la théologie orthodoxe en général. Très bien. Donc, donc, forcément, en fait, puisqu'il y a cette dimension, je dirais, d'immersion dans la société française, mais même européenne, en fait, il y a une dimension certainement œcuménique, je dirais aussi, du travail que vous faites dans le cadre de ce séminaire. Comment les relations avec l'Église catholique, avec les autres églises chrétiennes se mettent en place? Est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir du séminaire de coopération avec un certain nombre d'églises chrétiennes dans ce domaine? Oui, lorsque le séminaire a été créé, en fait, il avait deux objectifs. D'abord, de permettre aux séminaristes d'étudier dans un contexte universitaire français, et souvent même des établissements publics, et d'autre part, de leur faire découvrir la vie des chrétiens d'autres églises. Donc, ce sont les deux objectifs du séminaire qui se complètent et qui sont pour nous inséparables. Donc, l'immersion dans le monde universitaire parisien s'accompagne de la découverte de la vie d'autres chrétiens, des orthodoxes d'autres juridictions, des catholiques, des protestants. Donc nos séminaristes, très régulièrement, vont dans de différentes paroisses, ils participent à des différentes manifestations, mais c'est surtout évidemment avec l'Église catholique que nous avons les rapports les plus intimes.
et en particulier avec les séminaires de la région parisienne. Avec le séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, qui forme des séminaristes de la plupart des diocèses de la région parisienne, nous avons désormais des liens qui sont devenus presque traditionnels. Chaque année, deux de nos séminaristes, ou chaque semestre, deux de nos séminaristes vont passer une semaine dans le séminaire catholique, et inversement, nous recevons deux séminaristes catholiques. C'est des liens qui édifient de part et d'autre. Je veux dire, c'est des liens, c'est un peu des cursus de découverte d'une certaine manière. Oui. Donc, et ça ouvre à des perspectives voilà. Là, à la fois personnelles et au niveau collectif. Ils sont vraiment plongés dans la vie des séminaristes catholiques, donc ils la découvrent de l'intérieur. Et une fois par an, nous retrouvons l'ensemble des séminaires, donc l'ensemble des communautés des deux établissements, soit chez nous, soit à Issy-les-Moulineaux. Et donc, cette amitié a déjà porté de grands fruits. Et on a vu des séminaristes arrivant, par exemple, en France, avec une certaine méfiance à l'égard des catholiques, découvrir vraiment avec un regard tout à fait nouveau la vie de cette église sœur. Et cette année, pour la première fois, notre séminaire a participé à la rencontre annuelle de l'ensemble des séminaires de la région parisienne. Donc, nous sentir faisant partie de la grande communauté des séminaristes catholiques, orthodoxes et autres de la région où nous vivons, est une grâce particulière. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire comme particularité? Parce que la question se pose souvent dans les pays orthodoxes, en fait, de l'enseignement à la fois de la théologie et de voir dans quelle mesure, en fait, l'enseignement, je dirais, la formation des futurs prêtres, des futurs évêques, est en phase avec la modernité du monde, disons. Quelle particularité le séminaire essaie en fait de mettre en place pour justement que ce décalage que parfois on constate n'existe pas et que cette modernité soit comprise telle qu'elle? Est-ce qu'il y a des matières, par exemple, qui sont enseignées chez vous, qui ne sont pas forcément enseignées dans des écoles de théologie ou des instituts de formation classiques? Ou des séminaires Je pense que toute l'approche de la formation de notre séminaire est assez révolutionnaire. D'abord, le fait que nous souhaitons transmettre à nos séminaristes une sorte de confiance à l'égard de la société civile, à l'égard de la science générale et de l'enseignement public. C'est-à-dire que de ne pas les enfermer dans un monde à part, dans une bulle. Donc dans une espèce de clôture spirituelle et intellectuelle, mais de les jeter en quelque sorte directement dans le monde auquel ils seront appelés à témoigner de la résurrection du Christ, et ce qui suppose qu'ils dépassent la peur parfois de ce monde qui véhicule parfois des idées athées ou antichrétiennes ou peu sympathiques à l'égard surtout de la forme orthodoxe du christianisme. Et la tentation de s'enfermer entre le chez-soi. Oui. Et d'ailleurs, quand les séminaristes arrivent et quand ils se retrouvent par exemple à Paris 4 ou à l'école pratique de hautes études, les premières semaines, il peut y avoir cette espèce de réaction en disant « Oui, mais pourquoi on nous envoie là? Il y a tellement peu de sympathie à l'égard du christianisme et à l'égard de l'Église. » Mais je leur dis justement, ce n'est pas à des gens qui aiment déjà l'Église que vous allez devoir prêcher avant tout, mais à ceux que la parole de la résurrection du Christ, la parole apostolique, n'a pas encore atteint. C'est eux aujourd'hui le défi principal de la mission ecclésiale. Absolument. Et d'ailleurs, je me raccroche au terme mission parce que l'Église, elle perd sa nature quelque part si elle s'écarte de la mission. C'est-à-dire, c'est le mouvement de l'Église, la mission. Et donc, quelque part, en fait, ce que vous dites, c'est que ça se rapproche un peu d'une dynamique missionnaire. C'est toute une autre formation que de dire que voilà, c'est uniquement en fait une formation, une pastorale uniquement pour gérer, entre guillemets, le troupeau, alors que l'objectif, c'est d'aller vers le monde. Oui. Et ça, c'est quelque part, c'est une approche effectivement révolutionnaire et nouvelle. Et il nous semble que pour aller vers le monde, il faut qu'ils aient l'habitude de fréquenter ce monde, de connaître sa façon de raisonner et sa façon d'exposer les choses, sa mentalité, dès le temps de leurs études. Donc ce n'est pas après avoir été formés pendant 10 ans dans une bulle fermée qu'on peut les envoyer facilement ensuite dans un monde qui souvent est agressif à l'égard du christianisme en général. Donc, et puis cet aspect des rapports interorthodoxes et écuméniques, et là aussi contribue beaucoup à la mission, parce que c'est là que les séminaristes découvrent que des efforts conjoints
des chrétiens de différentes églises risque d'être beaucoup plus productif que des efforts autonomes, séparés de telle ou telle juridiction qui insisteraient davantage sur sa particularité que sur son appartenance à la même tradition apostolique. Oui. Non, c'est parfait. Pour terminer, comment aussi, quelque part, ce séminaire, en fait, qui est en Europe occidentale, quelque part, c'est-à-dire qui participe à la dynamique de la modernité de l'Europe occidentale, peut aussi influencer peut-être la formation académique en Russie? Est-ce que l'enfant peut aussi influencer les parents là-dessus? Alors jusqu'à présent, dans l'autre sens. La plupart des séminaristes qui terminaient leur master dans notre séminaire, ou plutôt dans un des établissements parisiens où nous les inscrivions, revenaient dans leur pays d'origine, et principalement en Russie, dans des académies de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, ou dans de différents séminaires, et qui sont aujourd'hui très demandeurs de ce genre de formation, ouvert vers le monde, ouvert vers les autres églises, et surtout héritant d'une tradition ininterrompue d'enseignement des sciences religieuses, de la patristique ou des sciences bibliques, telles que nous les trouvons en Europe occidentale et telles qu'elles s'est perdue en Russie pendant toute l'époque soviétique. Très bien, merci beaucoup, parce qu'effectivement, en fait, c'est un nouveau paradigme, quelque part, en fait, qui se met en place et qui commence à prendre du volume, et on est très content pour ce faire. Merci, Père Alexandre. Merci, Carole. À Paris, le lundi 27 mai, le métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, a inauguré les locaux du site orthodoxie.com situé dans le 5e arrondissement de la capitale, dans le voisinage immédiat de l'église du Val-de-Grâce. Aux côtés des pères Jivko Panev et Christophe Levallois, fondateurs et responsables du site, des différents collaborateurs de celui-ci, de nombreuses personnes ont participé à cet événement, parmi lesquelles on notait la présence du directeur général de la mutuelle Saint-Christophe Assurance, de membres du corps diplomatique, l'ambassadrice du Monténégro et l'ambassadrice de la Serbie auprès de l'UNESCO, des représentants des ambassades de Roumanie, de Grèce et de Biélorussie, mais aussi de Carole Saba, responsable de la communication de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, de journalistes, de prêtres de plusieurs juridictions, d'un représentant du maire du 5e arrondissement et d'autres personnalités, notamment du monde du livre. Dans son allocution, le métropolite Emmanuel a tout d'abord mis en valeur le rôle d'orthodoxie.com. Il n'y a pas besoin de vous rappeler que ces sites orthodoxie.com est un site de référence pour la formation orthodoxe en langue française. Et cette initiative est née d'un besoin de savoir et connaître ce qui se passe dans le monde orthodoxe. Il ne fait pas seulement qu'informer, mais ceci témoigne de la vitalité de notre Église, de son actualité, de ses enjeux contemporains et des efforts de dialogue et d'ouverture. Monseigneur Emmanuel s'est ensuite attaché à porter un regard orthodoxe sur les médias et la communication. L'Internet informe, l'Internet renseigne et devient un véritable forum d'échange et de débat. Or, à l'intérieur de ce bouillonnement, nous avions besoin, et nous avons encore besoin, certes, des sites qui rassemblent ces éléments et permettent d'accroître notre savoir dans une perspective qui n'est pas uniquement informative, mais aussi, je dirais, diaconale. Orthodoxie.com est un service de l'Église au service de l'Église. Puis il a souligné l'apport du livre du père Christophe Levallois sur la communication, dont il a tenu à saluer l'importance. Je tiens d'ailleurs à saluer l'importance de cet ouvrage, et l'auteur souligne en particulier la dimension kénotique et eucharistique de la communication. À la fin de son allocution, il a précisé que l'Assemblée des évêques orthodoxes de France ne peut que se réjouir du travail d'orthodoxie.com, à qui il a adressé ses félicitations et a souhaité de continuer à grandir, à se développer et à poursuivre sa mission de service d'Église. Une institution que je représente ce soir, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, a, bien que différente à sa nature,
ne peut se réjouir de ce travail et nous le remercions encore une fois pour le service qui nous sont offerts donc, à l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Pour finir, je souhaite que le site orthodoxie.com, qui aujourd'hui inaugure ce nouveau locaux, grâce à la collaboration avec la mutuelle Saint-Christophe, continue à grandir, à se développer et à poursuivre sa mission au service de l'Église. Je dirais que orthodoxie.com permet donc d'ancrer l'Église orthodoxe aussi dans le XXIe siècle, ici en France. Merci. Outre des bureaux pour l'administration du site, ces locaux seront le lieu d'événements divers, comme des expositions d'artistes orthodoxes, des dédicaces d'ouvrages, de rencontres, et constitueront un nouveau centre orthodoxe au cœur de la capitale. L'actualité orthodoxe. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Réitération des appels à la libération des 2 évêques d'Alep. Les évêques orthodoxes de France ont appelé de nouveau, lors de leur réunion périodique du 9 juin, à la libération immédiate des 2 évêques d'Alep, les métropolites Paul Yazigi pour les Grecs orthodoxes d'Antioche et Jean Ibrahim pour les Syriaques orthodoxes, toujours en captivité depuis leur enlèvement en Syrie le 22 avril dernier. Toujours le même sujet, rassemblement au Trocadéro à Paris pour la libération des 2 évêques d'Alep. Un rassemblement de prière a été organisé au Trocadéro à Paris dimanche 2 juin dernier à l'initiative de Monseigneur Ignatios El-Hoshi, vicaire patriarcal orthodoxe d'Antioche en Europe, par l'archevêché orthodoxe antiochien d'Europe et l'Église syriaque en France, et ce pour continuer à mobiliser l'opinion publique autour de l'enlèvement des 2 évêques d'Alep. Ce rassemblement, qui a regroupé plusieurs centaines de personnes, a appelé l'opinion française et internationale à intervenir pour obtenir la libération des 2 évêques d'Alep. Inauguration des locaux d'orthodoxie.com. Et oui, ces locaux qui se situent à la rue Saint-Jacques, dans l'enceinte du siège historique de la mutuelle Saint-Christophe, dans le 5e arrondissement de la capitale, ont été inaugurés le 27 mai par le métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, en présence des responsables du site, de leurs collaborateurs et des amis d'orthodoxie.com. Visite irénique du patriarche d'Antioche, Jean X, au patriarcat de Constantinople. Sa béatitude Jean X, primat de l'Église grecque orthodoxe d'Antioche, a effectué du 31 mai au 4 juin la première des visites iréniques au primat des Églises orthodoxes autocéphales après son élection. Il s'est rendu à Istanbul, auprès de sa sainteté Bartholomée, patriarche œcuménique de Constantinople. Il était accompagné d'une délégation officielle d'évêques, clercs et laïcs du patriarcat d'Antioche, parmi lesquels figurait Carole Sabat. Solidarité avec le patriarcat d'Antioche. Le 5 juin, le patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Théodore, et l'archevêque de Chypre, Chrysostome, ont rendu visite au patriarche Jean X d'Antioche à Balamand, au Liban, pour échanger avec lui sur la situation au Moyen-Orient et lui exprimer la solidarité de leur patriarcat pour l'enlèvement des 2 évêques d'Alep et pour la situation difficile en Syrie. De même, le patriarcat de Roumanie a lancé un appel début juin pour la libération des 2 évêques d'Alep, exprimant la solidarité de l'Église roumaine avec le patriarcat d'Antioche. Union européenne, locaux de la représentation orthodoxe roumaine. Le 29 mai, à Bruxelles, le patriarche Daniel de Roumanie a visité les locaux rénovés de la représentation de l'Église orthodoxe roumaine auprès des institutions européennes à Bruxelles. Étaient présents le métropolite Joseph ainsi que les responsables des autres représentations orthodoxes auprès de l'Union, le métropolite Emmanuel du patriarcat œcuménique, Monseigneur Athanase Dachaï de l'Église de Grèce, le père Antoine Ilyin du patriarcat de Moscou. Agenda passé et à venir, la 60e semaine d'études liturgiques à l'Institut Saint-Serge. Du 24 au 27 juin a eu lieu à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris la 60e semaine d'études liturgiques, avec pour thème, après 60 semaines liturgiques à Saint-Serge, bilan et perspectives nouvelles. Ces rencontres œcuméniques, bibliques, patristiques et liturgiques sont organisées par l'Institut Saint-Serge depuis 1953 dans un climat œcuménique de dialogue et d'enrichissement mutuel. L'université d'été de la métropole roumaine d'Europe occidentale et méridionale.
L'université d'été de la métropole roumaine d'Europe occidentale et méridionale se déroulera du 29 août au 1er septembre sur le thème « La mission de l'Église orthodoxe aujourd'hui » au Centre d'études et de prière Sainte-Croix en Dordogne. Merci Tatiana. Je t'en prie. Ce que la parole communique par Louis, disait saint Basile, la peinture le montre silencieusement. L'icône proclame la même vérité que l'Évangile. Elle joue le même rôle que les écrits des pères, mais à sa manière propre dans une pédagogie par les images. L'iconostase désigne dans les églises orthodoxes la cloison recouverte d'icônes entre le sanctuaire où est célébrée l'Eucharistie et la nef où se tiennent les fidèles. C'est l'un des éléments architecturaux les plus frappants des églises orthodoxes. Tout le déroulement de l'économie du salut est révélé en images sur l'iconostase. Le fidèle y prend part tant par les yeux que par l'esprit, dans cette double dimension matérielle et spirituelle de notre être. Dans les églises des premiers siècles, le sanctuaire était séparé de la nef par un voile ou une barrière de hauteur et de composition variable. C'est principalement après la victoire sur les iconoclastes qui s'opposèrent au culte des images sacrées entre 626 et 843 que l'iconostase a connu son véritable envol avec une multiplication des rangées ainsi que des ornements architecturaux de tous les styles. S'il existe une grande variété d'iconostases, leur contenu iconographique est resté partout fondamentalement le même. Sur les portes royales ou les portes saintes sont habituellement représentées l'Annonciation de la Mère de Dieu et les 4 évangélistes. Au-dessus de ces portes, on voit la représentation de l'Eucharistie, transposition liturgique de la scène, puis, selon les cas, des rangées, des fêtes, des apôtres, des patriarches et des prophètes, des saints et des martyrs. L'iconostase ne se réduit pas à une barrière physique ou s'étage des rangées d'icônes. C'est une frontière qui oriente vers un but précis et révèle le sens de la limite entre le sanctuaire et la nef, entre l'éternel et le temporel. Ces deux réalités qui ne s'opposent pas, mais s'interpénètrent dans l'unité. L'espace liturgique n'est point segmenté et reste un, comme le corps du Christ. À la prochaine émission à la rentrée. Entre-temps, à toute l'équipe de l'orthodoxie ici et maintenant vous souhaite de passer de très bonnes vacances d'été.